C'est moi qui vous remercie d'être venu, c'est méritoire. Je suis en retard, désolé, les navettes sont moins nombreuses que prévu et moins fréquentes, donc voilà. Mais donc j'ai intitulé ça « Où est passé le peuple ?» Où est passé le public, je ne sais pas, mais en tout cas merci d'être là. En gros, ce que je voudrais regarder avec vous, c'est ce qu'il en est dans l'imagerie athénienne de cette image du peuple. Et avant d'en venir à cette iconographie, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur les mots dans la langue grecque. On peut penser à plusieurs expressions, j'en ai listé là 3 ou 4, qui peut-être vont situer un peu les choses. Le mot le plus évident, c'est démos, ce qui est le terme qui désigne à la fois la démocratie, qui est celui qui nous est familier, et c'est le démos au sens politique. C'est un mot qui a une étymologie intéressante. En grec moderne, un dème, c'est une portion de territoire. Et le démos, il est lié à la terre, à l'espace qu'il habite. Et il est d'abord défini c'est d'abord une définition spatiale. C'est les gens qui occupent un pays. À côté de ce mot au singulier, démos, le peuple, on a aussi politai qui sont les citoyens, donc un vocabulaire politique véritablement. Les politai, c'est les habitants de la police. Et c'est évidemment un pluriel collectif. Après, j'ai listé là 2 autres mots. Le 3e va me servir. Oklos, c'est la foule. C'est le grand nombre. Et là, ça désigne plutôt la quantité et le mouvement, l'agitation. Et donc, il y a dans oklos une dimension péjorative qu'on trouve aussi en français à propos du peuple. Enfin, c'est à la fois un idéal, le peuple guidant la liberté, guidant le peuple, mais c'est aussi le peuple, c'est le souk, c'est le bazar, voilà, ça part dans tous les sens. Et oklos, ça va un peu dans cette direction-là. J'ai listé ethnos, juste pour mémoire, je ne vais pas entrer dans ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'iconographie athénienne de l'ethnos. L'ethnos, c'est vraiment le peuple au sens d'une nation au sens moderne, c'est-à-dire les Athéniens sont un ethnos, les Thraces, les Scythes, les Ioniens, donc qui a donné notre terme ethnique, plutôt au sens de population que de peuple. Voilà. Alors, je vais regarder 2 catégories d'objets, la céramique attique et puis les reliefs, les sculptures, des reliefs qui donnent une personnification du démos. Mais je commence par la céramique attique, qui est à la fois plus variée et en même temps dans laquelle il est difficile de trouver une image du peuple au sens auquel on s'attendrait, dans une cité qui se dit démocratique, qui a fait de l'isonomia d'abord, donc de l'égalité entre les citoyens, et puis ensuite de la démocratie, c'est-à-dire qui a donné au démos le pouvoir de faire les lois, de gérer la cité. On s'attendrait à ce qu'il y ait une iconographie importante de la politique, de l'activité civique, de tous ces rouages que Aristote nous décrit longuement dans la Constitution d'Athènes, et il n'y a quasiment pas d'iconographie de ça. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve d'abord des images d'un public, d'une assemblée de gens qui sont ensemble dans une activité commune et d'abord de spectacle. Alors je commence par ce fragment qui est très connu parce qu'il est signé d'un peintre qui s'appelle Sophilos. Et comme vous le voyez, le fragment est suffisant pour nous montrer qu'on a une tribune avec des spectateurs et puis une course de chars. Et qu'à la tribune, les gens gesticulent. Si on regarde le fragment de près, donc il faut imaginer l'objet comme étant une espèce de vaste bassin avec une longue frise. La course de chars, elle fait probablement tout le tour. Et les spectateurs sont à un point de l'image et c'est ce fragment que nous avons. À le regarder de plus près, on lit cette inscription, Patroclus Atla, donc c'est le nom de Patrocle, les jeux Atla, en l'honneur de Patrocle. On est dans une image mythologique. On a aussi la signature du peintre, Sophilos Megrafsen, donc Sophilos m'a dessiné. Les jeux de Patrocle, qu'est-ce que c'est ? C'est dans l'Iliade, à la mort de Patrocle, Achille, dont le nom apparaît ici, organise, pour honorer son compagnon mort, des jeux, une course de chars où il y a des prix. Et c'est ce que nous avons ici. Et donc, ce public, cette foule qui gesticule, ce sont les Achéens sur le rivage de Troie
qui assistent à ce spectacle. On a beaucoup d'images qui représentent des jeux, des concours, des courses, etc. On n'en a pas beaucoup qui représentent ces jeux et leurs spectateurs. Et je vous en montre quelques exemples. Je crois les avoir à peu près tous repérés. On a sur cet amphore qui est à plusieurs registres, avec des scènes de bataille, des départs de chars, des combats. On a au revers de ce vase des scènes qui représentent des chars et puis une course de chars, avec même un accident, puisqu'il y a un des chevaux qui est tombé, et la course de chars passe devant un objet qui est d'interprétation difficile, que je considère comme étant une espèce de colonne, de borne, autour de laquelle les chars tournent, mais d'autres y voient une porte, et ce n'est pas le point qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de structure, et de nouveau, nos spectateurs. Et donc un public qui est installé et qui assiste à cette course de chars. Cette course n'est pas qualifiée, donc on ne sait pas si c'est Patrocle ou autre chose. En tout cas, le prix du concours, il est là, les grands trépieds de bronze que les vainqueurs gagnent. Et donc on est de nouveau dans un spectacle, une compétition, et avec un public que le peintre représente. Et c'est assez rare, j'en connais encore deux autres exemples, je vous en montre un qui se trouve à la Bibliothèque nationale, au cabinet des médailles. C'est une amphore à figure noire, on est au milieu du VIe siècle, et là encore vous avez un musicien qui accompagne le mouvement de ce guerrier, qui saute, qui fait des espèces d'exercices pas très clairs, on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, il y a une espèce de trampoline pour prendre son élan, il saute par-dessus ce cheval, il y a là 2 chevaux, si vous comptez les pattes, il y a 2 chevaux, 2 boucliers, ce qui est aussi une bizarrerie. Donc une espèce d'exercice, on va dire, de cirque ou un exploit comme ça. Et on a un public qui gesticule et même qui parle. Et à y regarder de près, l'inscription, elle se lit «Kados to kubisteto», donc le vase, kados, est pour le sauteur. Autrement dit, l'objet qu'on est en train de regarder, c'est le prix donné au vainqueur dans cet exercice dont par ailleurs on ne sait pas grand-chose. Mais là encore, voilà, là on a une foule, c'est plutôt oklos que démos. On n'est pas du tout dans un cadre politique, d'exercice de la citoyenneté, c'est juste des gens qui regardent. Et cette image-là n'est pas mythologique. On a vu les autres, Patrocle, celle-ci, c'est un concours qui nous échappe. Et puis il y a un autre exemple sur lequel on voit de nouveau une tribune, mais la situation est très différente. Donc c'est un cratère corinthien, cette fois tout ce qu'on vient de voir est attique, donc on balade un peu vers le sud de la Grèce, et on a là de nouveau des gradins et un cortège de personnages qui se rencontrent. À y regarder de près, ces personnages sont nommés, et ça nous donne la clé de compréhension, puisque les personnages qui sont là, ce sont 4 femmes, puis des cavaliers, des guerriers, face à 3 personnages assis qui sont nommés Ménélas, Ulysse et Talthybios. Talthybios, c'est un des messagers dans l'Iliade en particulier. Ménélas et Ulysse, évidemment, ce sont les chefs, certains des chefs achéens. Ménélas, c'est le mari d'Hélène. Et Hélène, comme vous savez, a été enlevée par Paris en récompense du jugement de Paris. Et donc, Ménélas, il veut récupérer sa femme. Et il vient chez les Troyens. Et c'est ce que nous avons ici. Alors, c'est moins facile à identifier. La clé, c'est cette femme qui tient une pelote et qui est en train de filer, et dont le nom se lit Théano. Théano, c'est la femme d'Anténor. Vous allez me dire Anténor, qui c'est? Et Anténor, c'est un des chefs troyens, un des fils de Priam, qui est occupé. Et on a des récits qui nous disent que quand Ménélas et Ulysse arrivent, on les fait attendre dans le sanctuaire d'Athéna, dont Théano est la prêtresse, et c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc là, vous avez une espèce d'ambassade politique de gens, Ulysse et Ménélas, qui viennent poliment dire aux Troyens « Est-ce que vous ne pourriez pas nous rendre Hélène ?» Et puis chacun rentrerait chez soi content. Comme vous savez, les Troyens ne vont pas rendre Hélène, et c'est la guerre de Troie qui va commencer. Mais ici, la structure de ce collectif n'est pas le peuple,
c'est plutôt quand même l'élite et les chefs des Achéens. En tout cas, Hélène vient de Sparte et Ulysse d'Ithaque, et ils viennent en délégation. Donc on a quelque chose comme une forme d'organisation politique, mais sur un niveau, mythologique. Ce n'est pas du tout la représentation du politique au VIe siècle. Et cette structure qu'on a vue pour des compétitions et des concours, sur ces exemples, elle sert ici à mettre en place le rapport entre une ambassade et une cité. Et en gros, quand on a fait ça, on a fait le tour de ces publics ou de ces structures collectives de tribunes et de gradins. Alors que l'archéologie nous montre que dans chaque cité, il y a un boulotérion, il y a des gradins, il y a des instances de délibération politique qui sont faites de ces structures-là et à laquelle l'image de vase, la céramique, ne s'intéresse apparemment pas. Alors si je cherche le peuple ailleurs, il y a une autre classe qui arrive tout de suite à l'esprit, c'est l'armée. Toutes les cités grecques sont des cités en guerre. On peut peut-être même décrire le monde antique comme un monde en guerre, avec la paix comme état d'exception, alors qu'on a tendance, nous, à penser qu'on est en paix et que la guerre est une exception. Mais en tout cas, la guerre est importante dans toutes ces cités. Le statut de citoyen, c'est le statut de guerrier portant les armes. Quand on fait combattre les esclaves, on les affranchit et ils deviennent des citoyens. Donc c'est vraiment une des clés de lecture. Et sur ce vase qui est assez ancien, qu'on date, ça se discute, mais entre 640 et 620, donc j'ai fait une petite moyenne, il y a toute une série d'images. Ici, c'est celle que je voudrais regarder de plus près, mais les autres représentent un défilé de chars, une scène de chasse. Enfin, il y a tout un registre des activités de la cité. Et une des activités centrales, c'est la guerre. Et la guerre sous la forme qui est ici décrite, c'est-à-dire de rangs de guerriers casqués, équipés d'un bouclier rond, chaussés de protège tibia. Donc on a une armure. Cette armure, elle double le corps. On a un corps de chair et d'os, et puis une seconde peau de bronze qui est le casque, la cuirasse, le bouclier, l'écnémide. Et on utilise très souvent ce vase pour réfléchir sur l'invention de ce qu'on appelle la phalange hoplitique. Hopla, ce sont les armes. L'hoplites, c'est celui qui porte. L'hoplon, ça désigne aussi le bouclier rond. Et comme vous le voyez, ce bouclier rond, techniquement, il introduit des contraintes précises. On le tient, on passe le coude à peu près au milieu du bouclier, on tient par la main au bord, donc j'ai devant moi la moitié de mon bouclier, et l'autre moitié, elle est pour mon voisin. Et puis mon voisin, même chose, donc ça fonctionne comme des tuiles. Et on le voit ici très bien, c'est ce tuilage des boucliers, le fait du coup que tous ces guerriers doivent être à peu près de la même taille, ou en tout cas, et l'image évidemment accentue cet effet. Il y a une espèce d'égalité physique entre les guerriers. Techniquement, ils sont obligés de se tenir les uns à côté des autres. Et la musique qui est là, c'est pas pour mettre de l'ambiance, c'est pour que tout le monde marche au même pas. Sinon, ça se déglingue. Et donc là, on a quelque chose comme le peuple en armes, si vous voulez, ou en tout cas la communauté des guerriers qui sont qualifiés par leur armement comme des hoplites, une technique de phalange qui crée la solidarité de ces hommes entre eux et qui est pour nous historiens, ce vase-là est un document absolument unique et extraordinaire et il est dans tous les manuels d'histoire de la Grèce. Et il est dans tous les manuels parce qu'il n'y en a pas d'autres. On n'a pratiquement pas d'autres images à ce point précises sur la technique que j'ai essayé de décrire, le rapport aux musiciens, la confrontation des deux phalanges. Ils sont armés de lances, ils vont se rentrer dedans. Donc c'est vraiment, on a l'impression que c'est très, très réaliste. En même temps, du point de vue graphique, c'est d'une qualité extraordinaire. Et si vous y regardez de près, vous voyez que vous avez là 4 têtes, mais que si vous comptez les jambes, il y en a 10. C'est-à-dire que c'est réaliste, mais l'image, elle fait plus que la réalité, parce qu'elle montre le mouvement, l'énergie. C'est pas une erreur du peintre, hein, c'est pas qu'il sait pas peindre, il est extrêmement minutieux. C'est qu'il donne du mouvement, et que donc l'image, elle en rajoute de ce point de vue-là.
Alors, j'ai dit, à la fois, c'est un document pour les historiens extrêmement important. En même temps, quand on déroule, je suis allé chercher là un vase qui est proto-corinthien, qui est donc d'une autre communauté, et qui est très tôt dans le temps, vers 630, et on se sert souvent de ce vase pour dire, voilà, la réforme hoplitique date de ce moment-là. C'est pas la question qui m'intéresse. La question qui m'intéresse, c'est comment on représente le collectif, le nombre, et qu'est-ce qu'on choisit. Et du côté de la guerre et du combat, il y a peu d'images qui font ça. Et quand je reviens dans mes vases à Athènes, je trouve de temps en temps des choses comme ça, où il y a en effet une rangée de soldats qui sont même en train de courir. Là, les lances ne sont pas encore prêtes à attaquer, ils cavalent. Évidemment, ce qui intéresse le peintre, c'est la variété des motifs sur les boucliers, hein, ce que les Grecs appellent la poikilia, c'est-à-dire le chatoiement. Et c'est un effet graphique. Et c'est ça qui intéresse l'Idos. Et donc on a là des boucliers avec des points, une jambe, une feuille, une croix, une encre, des points, un œil, et puis du blanc. Et il s'est fait plaisir avec tout ce blanc chromatiquement, ça fonctionne. Enfin, c'est pas du Vasarely, mais c'est vraiment un truc qui accroche l'œil. Et c'est fait pour ça. C'est pas un document sur l'histoire de la phalange, c'est un document sur la collectivité des guerriers et la beauté, et le chatoiement de ces armes et de ces armures. Puisque les épicèmes, les emblèmes des boucliers, ne sont pas des uniformes. Tous les Athéniens n'ont pas le même A sur le alpha de la ville d'Athènes sur les boucliers. Alors que les textes nous disent ça. On a des textes peu tardifs qui nous disent, par exemple, qu'il y a un Athénien qui a voulu ruser en allant espionner les Lacédémoniens, et donc il a pris un bouclier avec un lambda. Donc il s'est déguisé en Lacédémonien pour aller voir ce qu'il faisait. Les images ne montrent pas du tout ça. Les images, elles font de l'image. Elles montrent ce jeu des boucliers. Et c'est la même chose. Il y a donc, comme je le disais, très peu d'images qui montrent la collectivité du rang, parce que ce à quoi les peintres s'intéressent, c'est le duel, c'est l'exploit héroïque. Mais il y en a quelques-unes, comme celle-ci. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise à Naples, où on a des rangs de guerriers, comme ça, avec de nouveau toute une série d'épicèmes. Il y a là un bélier, un lion, etc. Et puis un cavalier, puis de nouveau un rang. Qu'est-ce qui se passe si on regarde l'ensemble du couvercle? Donc on vient de voir cette partie-là, mais tous ces gens-là se précipitent autour de ce qui se passe ici. Je suis désolé, ma photo n'est pas de la meilleure qualité, mais on a un autel, on a un vieillard et une femme qui lèvent les bras en gesticulant et en suppliant le guerrier qui est là. Donc vous avez sa tête, son bouclier avec une gorgone, et il tient par le pied un enfant qui va massacrer à l'autel. Pas très héroïque, pas très cool non plus. Et là encore, bon, je l'ai sous-titré, c'est Achille, qui est un guerrier d'une violence incroyable, qui est en train de massacrer Troïlos à l'autel d'Apollon. Et les Troyens viennent, mais trop tard, au secours de Troïlos. Donc de nouveau, il y a l'intérêt de montrer cette collectivité, c'est pour dire toute la cité de Troie est choquée par la manière dont Troïlos est massacré, y compris Priam et Écube, les parents de Troïlos, qui supplient Achille de ne pas intervenir ainsi. Donc de nouveau, il y aurait une possibilité de montrer la cité d'Athènes et les citoyens sous forme de guerriers. Ce n'est pas ce que les peintres de vases font sur les vases. Alors ce qu'on trouve sur les vases un peu plus tard, hein, je descends dans le temps de presque un siècle, et on a des images qui représentent ce qu'on appelle la dokimasia. La dokimasia, c'est l'examen. Alors, ça s'applique à toutes sortes de choses. Quand un magistrat finit son année d'exercice, il rend des comptes et ça s'appelle la dokimasia. Quand les cavaliers s'apprêtent à partir, ou pour leur service militaire ou pour la guerre, il y a des magistrats, et vous en voyez un ici, qui tient des tablettes et qui fait l'enregistrement des chevaux et des cavaliers qui sont passés en revue. Et donc là, on a quelque chose comme une activité civique, on a quelque chose comme des gens du peuple, mais on voit que ce sont des cavaliers, donc le peuple athénien, il est divisé en classes censitaires, et le haut du panier, ce sont les hippaïs. Et c'est cela qu'on voit dans ces images de vases. Et ces vases, j'anticipe, mais il faut comprendre pourquoi on représente ce qu'on représente sur ces objets-là. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une coupe de banquet.
Elle est utilisée dans des banquets de citoyens, mais qui sont plutôt des banquets un peu des classes de l'élite athénienne, un peu aisées. Et évidemment, le choix de montrer les cavaliers sur ces objets-là nous met dans un niveau assez élevé de la citoyenneté athénienne. Et c'est d'ailleurs la même chose qui se passe sur la frise du Parthénon. Vous vous rappelez que le temple d'Athéna sur l'acropole, le Parthénon, est décoré de toutes sortes de métopes qui représentent des amazonomachies, des gigantomachies. Les frontons représentent la dispute entre Athéna et Poséidon pour pour être le patron de l'Attique. Et c'est Athéna qui gagne, et Athènes s'appelle Athéna, ça pourrait s'appeler Posidonia sinon, qui est le nom de Paestum par exemple. Ça s'appelle Athènes parce que Athéna l'emporte. Et de l'autre côté, on a la naissance d'Athéna. Et puis il y a une frise qui court tout le long de l'intérieur de la colonnade du Parthénon et qu'on interprète comme la remise du vêtement qui va habiller la statue d'Athéna qui se trouve dans le Parthénon. Et là, toute la collectivité athénienne s'y colle, c'est la grande procession des Panathénées. Et je n'en donne qu'un détail, mais il est important parce que sur cette frise des Panathénées, ce qu'on voit, ce sont des magistrats, des gens qui organisent un sacrifice, donc on accompagne des bœufs, et des porteurs d'offrandes. Et puis le peuple, sur la frise du Parthénon, il est représenté sous la forme des hypaïs, des cavaliers. Et de nouveau, c'est la partie la plus noble qui est mise en scène, aussi esthétiquement la plus belle, parce que les chevaux, c'est du prestige, c'est de la beauté, donc ça fait partie de la dimension esthétique, mais c'est aussi un choix presque politique, et d'ailleurs cette frise, elle a été interprétée, elle date des années 440, comme un choix plutôt élitiste et aristocratique, même s'il n'y a pas d'aristocratie au sens technique à Athènes, mais il y a des gens riches, et c'est plutôt ceux-là qui sont mis en évidence sur la frise du Parthénon. Donc, oui, on a le peuple sur la frise du Parthénon, mais ce n'est pas n'importe quelle partie du peuple qui est mise en évidence. Et puis, si je continue à explorer dans le corpus des images de vases et que je cherche ce qu'on connaît par ailleurs, on sait que les Athéniens, une fois la démocratie mise en place à partir de Clisthène, la fin du 6e, début 5e siècle, il y a des instances qui se réunissent régulièrement, une assemblée, des scènes de vote. Et si je cherche des Athéniens en train de voter, voilà ce que je trouve. Et vous les trouverez aussi dans tous les manuels d'histoire parce qu'il n'y a rien d'autre à utiliser. On voit ici des personnages qui sont en train de déposer des pions sur une table et on peut même compter. On voit que là, il y en a 6 ou 7 et puis là, il y en a une bonne vingtaine. Et donc, Athéna, qui surveille ce vote, du geste désigne le vainqueur du vote, le camp vainqueur. Et donc, voilà, on a là quelque chose comme un vote. Alors, ce n'est pas un vote à bulletin secret, donc ce n'est pas tout à fait ce qu'on sait par ailleurs des votes dans la démocratie athénienne. Le vase date de 490 à peu près. Mais surtout, ce qui est intéressant quand on y regarde de près, c'est que ce vote concerne les gens qui sont en train de voter, ils sont en train de faire la décision entre Ulysse d'un côté et Ajax, dont la tête est perdue, mais qui est là de l'autre côté. Et Ulysse et Ajax sont en conflit, en débat, autour de la transmission des armes d'Achille. Achille est mort, Ajax a ramassé son cadavre et l'a ramené chez les Achéens, et l'un comme l'autre prétendent avoir droit à l'héritage d'Achille et à obtenir ses armes. Et ils ont chacun de bons arguments. Ajax dit « Moi, j'ai ramassé le corps d'Achille, c'est moi qui l'ai tiré des pattes des Troyens, et c'est aussi moi qui, quand Achille refusait de se battre, on a ça dans l'Iliade, c'est moi qui suis allé me battre contre Hector. Donc, d'une certaine façon, après Achille, le meilleur des Achéens, c'est Ajax. Mais Ulysse dit « Oui, mais moi, quand Achille était encore enfant, que sa mère essayait de faire en sorte qu'il n'aille pas se battre, parce qu'on savait que s'il allait se battre, il allait mourir jeune. Donc elle essaye de le rendre immortel, ça ne marche pas. Et donc elle se dit, le meilleur moyen pour que Achille ne se batte pas, c'est qu'il ne soit pas un homme. Et donc je vais en faire une fille.
Et Achille, comme vous savez peut-être, a été élevé chez le roi Lycomède, qui n'a que des filles, habillées en filles. Mais évidemment, les Grecs ont besoin d'Achille, ils savent que sans Achille, ils ne gagneront pas. Et donc, Ulysse, qui est un homme de la ruse, de l'astuce, il va se déguiser en marchand, il va aller rendre visite, un peu comme un voyageur de commerce, chez Lycomède, à Skyros, sur l'île de Skyros, et il arrive avec une valise et plein des colliers, des boucles d'oreilles, des tissus, et puis en dessous, il a caché une épée et des armes. Et donc, quand les filles commencent à regarder tout ça, elles sont très excitées, très contentes, et puis dès que l'épée sort, ça déclenche Achille, qui tout d'un coup redevient le garçon qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Et donc, Ulysse raconte ça, on a ça dans Ovide, dans les Métamorphoses. Et Ulysse dit, c'est moi qui ai armé Achille, c'est moi qui ai fait d'Achille un homme en armes, et donc j'ai droit à ses armes. Et les Grecs votent. Et évidemment, ils votent mal, comme toujours, et donc ils vont voter pour Ulysse. Et sur ce vase, on a d'un côté la dispute que je viens de vous raconter entre Ulysse et Achille, et puis à l'intérieur de ce vase, on a la suite, c'est-à-dire que Ulysse a gagné, et le bouclier, le casque et la cuirasse et les cnémides d'un Achille qui n'est plus là, qui est absent, sont transmis par Ulysse à Néoptolème. Et donc on est encore dans la mythologie, on n'est pas dans la cité d'Athènes au 5e siècle, on est dans autre chose, qui sont ces récits de transmission. Et cette histoire que je viens de vous raconter, on la retrouve ici, sur un autre vase qui est aujourd'hui à Los Angeles, à Malibu. On a d'un côté la dispute, c'est très fragmentaire, mais on essaye de séparer les deux, Ajax et Ulysse. Et puis de l'autre côté, le vote. Et de nouveau, Athéna est du côté du vainqueur, et Ajax, qui est là, s'arrache les cheveux et se lamente parce qu'il a perdu. La suite, on la connaît avec la tragédie de Sophocle. Nous la connaissons comme ça. Les Grecs avaient sans doute d'autres récits. Mais nous, avec l'Ajax de Sophocle, on sait ce qui se passe. Ajax est absolument humilié, furieux, et décide de massacrer les Grecs. Et Athéna va l'aveugler, manipuler son esprit, et au lieu de massacrer les Grecs, il va massacrer un troupeau de moutons. Et puis quand il va redescendre à la fois de sa colère et de son hallucination, voyant ce qu'il a fait, il va se suicider. Et sur ce vase-là, c'est ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons le corps d'Ajax planté sur son épée, Tecmessa qui va le recouvrir, et l'épée là d'Ajax est très importante, puisque c'était un cadeau d'Hector. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'Iliade, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais mon propos, c'est de vous montrer que quand on croit qu'on tient des scènes de vote, donc du fonctionnement de la démocratie athénienne et du peuple en train de voter, en réalité, les peintres utilisent en effet quelque chose qui ressemble à leur pratique contemporaine, mais elle s'applique à des récits mythologiques. Il n'y a pas d'intérêt pour les buveurs au banquet à se raconter leurs propres assemblées qui ont lieu tous les jours, mais qui ne sont pas un sujet intéressant. Et j'introduis comme ça la notion que l'image, l'iconographie, elle est commandée par la nature du support. Que les vases qu'on vient de voir, ils servent au banquet à mélanger le vin et l'eau, à boire et à se raconter des histoires du temps passé, de la mythologie, de Théano, d'Anténor, d'Ulysse, d'Ajax, enfin ces histoires-là. Mais on ne va pas aller boire des coups le soir pour se raconter la journée qu'on vient de passer à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de pertinence. Et donc cette iconographie-là n'existe pas. D'où ma question, où est passé le peuple ? Il est passé ailleurs. Et il est passé dans des reliefs sculptés qu'il faut dater chronologiquement d'une manière précise parce que la production des vases, elle va du 6e, 5e et encore le 4e siècle. Ces reliefs en tête de documents civiques, ils commencent à proliférer à partir du moment où le Parthénon se reconstruit, où on a à Athènes toute une série de sculpteurs actifs, et ça donne des choses très différentes de ce qu'on vient de voir. Je commence par l'exemplaire le plus connu, qui a été trouvé dans les fouilles de l'Agora par les Américains, qui date de la seconde moitié du IVe siècle, donc on est un siècle après.
qui est le rapport entre le texte et l'image est très important. Et je ne vais pas vous saouler avec des inscriptions interminables. Ce texte-là dit, c'est une loi, c'est même pas un décret. La plupart des décrets commencent par « il a paru bon » et doxé à la boulée, donc au conseil et au démos. Et c'est là qu'on va trouver le démos, évidemment. Il a paru bon de décider telle ou telle chose. Et on a des décrets sur tel citoyen va être honoré, ou bien tel étranger va devenir un proxénos, quelqu'un qu'on va traiter comme si c'était un citoyen chez nous. Enfin voilà, des choses de ce type-là. Je commence par celle-là parce que d'abord l'image est complète et qu'ensuite elle est historiquement importante. C'est une loi prise à la fin du IVe siècle pour lutter contre la tyrannie. C'est l'obsession des Athéniens et tout ennemi politique est traité de tyran ou aspirant à la tyrannie. Donc là, on est dans les années qui correspondent à l'arrivée d'Alexandre, à des choses comme ça. Et donc les Athéniens sont extrêmement méfiants là-dessus. Et ce qu'on voit ici, c'est une figure assise qui est le démos, la personnification du démos. Donc le peuple athénien qui est couronné par cette femme qui est la démocratia. Donc la démocratie couronne le démos et cette image visuellement montre que c'est le démos qui est souverain, qui a, du point de vue typologique, le démos, il ressemble à Zeus ici. Il y a d'autres images, et si on faisait le travail complet que je n'ai pas le temps de faire ici, on verrait à quel point cette image reprend un motif iconographique et donne, en somme, la souveraineté au démos, comme ailleurs, Zeus est le souverain de l'Olympe. Et la loi dit quiconque essaye de monopoliser le pouvoir ou de prendre le pouvoir sera condamné et quiconque le massacrera aura droit non seulement à l'absolution mais à même une statue, etc. Alors, je dis que c'est le démos et la démocratia, mais vous pourrez me dire, mais pourquoi il raconte ça ? Ça ne va pas de soi. Voilà les renforts qui arrivent. Et donc ce démos couronné, pourquoi on peut en effet considérer qu'il s'agit du démos ? Parce qu'on a une petite série d'objets que je vais vous montrer qui sont très fragmentaires, où ces figures sont inscrites. Et donc, l'interprétation, elle est assurée par ces images où le démos est inscrit et nommé. Et je commence par des choses qui sont un peu frustrantes, je suis désolé. Le principe de ces reliefs, c'est que ce sont des stèles qui, en général, portent le texte de la décision qu'on a prise et qui sont souvent se contentent d'avoir l'inscription. Et puis, certaines sont agrémentées d'un relief qui met en scène des allégories de ce que l'inscription contient. Par exemple, on a des traités entre Athènes et Samos, et sur le relief, on a la déesse d'Athènes, Athéna, et puis la déesse de Samos, Héra, qui se serre la main ou qui se rencontrent. Donc il y a une manière de rendre visuellement l'essentiel de ce que l'inscription dit. Et donc quand c'est un citoyen qui a bien mérité de la patrie, on voit le démos qui va couronner ce citoyen. Alors, c'est le cas ici, mais comme vous le voyez ou pas, on a la partie inférieure du relief et puis à peine quelques lettres du décret. Et on n'en sait pas plus. Mais ce qui est intéressant et unique, c'est que le personnage masculin qui est là, il est nommé démos. Donc, le peuple probablement couronne le gaillard qui est là, dont on a la fin du nom, quelqu'un en Rhône, donc c'est le nom d'un citoyen, et il y a de fortes chances que le décret soit un décret honorifique en l'honneur de ce citoyen. Alors, j'ose pas l'appeler Macron, mais ça pourrait, ou un nom comme ça, ou Tufrone, ou ce que vous voulez. Il y a plein de possibilités, et le démos le couronne. Donc, on a un point fixe. Au milieu du IVe siècle, on sait que dans ce répertoire des décrets, on a des personnifications des rouages du politique. On va avoir la boulée, on va avoir le démos, on va avoir la démocratia, qui deviennent des figures masculines ou féminines. Et c'est ce qu'on a ici aussi, par exemple, où vous avez, alors c'est pareil, il faut me croire, tout ça est en mauvais état. On a cette fois la partie supérieure du relief et puis le côté droit, avec trois figures. L'une qui, vous le voyez, est assise,
puisqu'on a ce siège, accoudé sur le haut du fauteuil, et qui s'appelle Mos, et donc Démos. Il n'y a pas beaucoup de candidats possibles. Et puis Athéna, et puis Héraclès. Donc les héros de la cité, Héraclès et Athéna, ils couronnent ce Démos dont la typologie correspond à ce qu'on a vu ici. Et donc on est en droit de penser, en effet, qu'ici c'est Démos comme ça l'est ici. Oui, j'espère que mon raisonnement est clair. Bon, c'est de l'iconographie de première année. Simplement, on travaille avec des documents qui sont en mauvais état, qui sont fragmentaires, difficiles à comprendre, et ça ne va pas s'arranger avec la suite. Puisque là, il faut vraiment de bons yeux. D'abord, comme vous le voyez, les reliefs, ils ont été complètement arasés. Et donc, on a un personnage qui tend une couronne, mais le geste, vous le connaissez, on vient de le voir ici. C'est ce geste-là d'une figure qui couronne une figure de plus petite taille. Donc, il y a des chances que là, ce soit notre citoyen. Et en tout cas, ici, cette figure, elle s'appelle Delta, Eta, Démos. C'est le début, encore une fois, du peuple qui couronne quelqu'un. Et donc, on a là sans doute un décret, là encore, honorifique, mais l'inscription est perdue. Donc, il faut se contenter de ça. Mais ces petits bouts, là, ces petits fragments, puisque c'est comme ça qu'on travaille en histoire ancienne, avec des bribes, sont suffisantes pour qu'on puisse dire, dans le courant du IVe siècle, on voit se construire l'allégorie du démos, le peuple comme figure unique. Donc c'est plus la foule agitée, c'est plus tout ça, c'est simplement ces figures-là qui interviennent comme des acteurs dans des démarches au nom de la cité, dont les inscriptions, quand on les a, rendent compte en disant un tel, voilà ce qu'il a fait, et le démos va le couronner. Et ça continue avec ici une stèle qui représente Athéna, on la reconnaît à son casque, et donc il n'y a pas besoin de la nommer, et puis une femme qui est nommée Boulée. Boulée, c'est la deuxième moitié de ce qui est décisionnel dans la politique athénienne au IVe siècle. Il y a un conseil et il y a une ecclésia, une assemblée. L'assemblée, c'est le démos, au sens technique, politique, les citoyens qui sont venus ce jour-là se réunir et dont les décisions vont être entérinées ensuite par la boulée. Et la boulée va valider et on aura des décrets qui disent « il a paru bon à la boulée et au peuple de décider que Monsieur Nathan Schlanger, qui a bien travaillé, sera décoré de telle médaille, par exemple. » Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et dans les images, on voit ces figures, donc ces organismes. C'est comme si vous aviez là le Conseil des ministres et puis l'Assemblée nationale qui vont couronner un tel. Et le un tel, il est là, il est plus petit, il salue ces figures qui sont comme des dieux. Et on a d'autres inscriptions qui font du démos, on a un culte du démos qui est attesté, avec le culte des nymphes. Donc, ce qu'on voit s'élaborer, c'est une espèce de mise en image et mise en scène symbolique des institutions athéniennes sur des objets qui sont les pages d'enregistrement de ces décrets. Donc on n'est plus du tout au banquet, on est vraiment dans la cité d'Athènes. Tout ce que je vous montre là, ça vient des fouilles de l'Acropole, des fouilles de l'Agora, c'est-à-dire des lieux civiques où s'expriment les décisions de la cité au IVe siècle. Et du coup, sur ce relief-là, dont on a les deux extrémités droite et gauche, il nous manque l'angle là, il n'y a pas d'inscription, mais on commence à comprendre ce qui se passe, puisque là, vous avez un citoyen qui est honoré par ce monsieur et cette dame, donc qui sont la boulée et le démos, sous le regard d'Athéna qui va couronner l'ensemble. Et donc il y a à la fois une hiérarchie des dieux, la déesse tutélaire Athéna, la déesse Poliade, et puis la personnification des institutions, et puis le citoyen. Et donc le peuple, là, il est traité sous forme d'individualité, sous forme d'une allégorie, dans les décisions que le peuple a prises et qui ne sont valables que si elles sont entérinées par à la fois l'Assemblée elle-même, l'Ecclésia, et la boulée qui va les valider, et puis les dieux. Et notre décret, si vous avez de bons yeux, il y a là un θ, un epsilon, le reste est abîmé, mais il nous manque un omicron et un iota, c'est-à-dire le décret, il est dédié aux dieux. C'est les dieux qui valident la décision, qui garantissent la décision. Et on a donc là des objets
qui ont une dimension iconographique, bien sûr, qui montrent le démos comme une personnification, qui renforce et valide et garantit le contenu du décret. Alors voilà. Et puis sur cette histoire du démos, on a quelques informations. On sait qu'il y avait un tableau, mais qui est perdu, mais on le connaît par Pline, et je vous lis le texte de Pline. Parasios, donc un des grands peintres du IVe siècle, peignit le démos d'Athènes par une personnification bien ingénieuse. Il le montrait en effet changeant, colère, injuste, inconstant, et en même temps facile à fléchir, clément, miséricordieux, glorieux, hautain, humble, hardi et lâche. En un mot, tout à la fois. Alors, ça ne nous aide pas beaucoup à qualifier le travail pictural de Parasios. Ce que Pline relaye là, c'est une version du démos, du peuple, qui est la version critique, celle qu'on trouve dans Aristophane, qu'on trouve chez Platon, c'est-à-dire d'un peuple versatile, inconstant, et c'est vraiment le peuple, alors non plus l'institution technique qu'on a vue au travail, mais cette espèce de populace, et la version un peu négative. Et il arrive à rendre compte de cela. Et puis on a un autre tableau perdu, et c'est dommage, ça serait intéressant, de Franor un tout petit peu plus tard, une génération après Parasios. Donc on est sur l'agora d'Athènes, il y a un portique de Zeus Eleuthérios, celui qui libère, où sont peints les 12 grands dieux, et puis sur le mur opposé, on a Thésée, Démocratia, kai Demos. Donc ce qu'on a vu sur la stèle de la loi contre la tyrannie, on a ici cette image qui met le démos sous l'égide de Thésée. Thésée étant, vous vous rappelez, le personnage qui reconquiert sa propre identité en venant de Skyros et qui remonte jusqu'à Athènes, qui se fait reconnaître par Égée, son père, qui va ensuite libérer les Athéniens de la tyrannie du Minotaure qui chaque année dévore des jeunes gens et des jeunes femmes. Et ce que dit Pausanias, et ce que, en lisant l'inscription que nous n'avons pas, mais qui rappelle que Thésée établit à Athènes le régime de l'égalité, qui n'est pas la démocratie, qui est le fait que les citoyens sont égaux entre eux. Mais Thésée est roi d'Athènes. Égée était roi d'Athènes, Thésée est un roi, mais un roi débonnaire, un roi peut-être pas constitutionnel à l'anglaise, mais quelqu'un qui va ouvrir le chemin. Et donc, ex issue. On a donc là des peintures qui mettent ici le démos sous l'égide d'une mythologie généalogique d'Athènes et des héros fondateurs d'Athènes, ou bien, avec Parasios, une lecture un peu plus critique, mais elle est tardive, évidemment. C'est-à-dire que je ne pense pas que Parasios ait peint le démos pour faire la critique du démos, mais il a laissé voir. Alors, c'est Pline qui parle et c'est difficile à mesurer dans le détail. Mais ce sur quoi je voudrais insister en terminant, c'est qu'on a cette espèce on a un double corpus. Je vous ai montré des vases d'abord, dont le contexte, c'est le banquet. Et au banquet, il est question de ce qui intéresse les buveurs au moment où ils boivent. Donc, des récits mythologiques du temps passé, l'idée qu'il y a un plaisir, des spectacles, des concours et des courses de chars. C'est pas par hasard, c'est encore les hippeis, les chevaux, la cavalerie, l'élite de la vie athénienne. Et puis, l'autre registre, c'est les décrets de la cité d'Athènes, donc des lois, dans des espaces où ces objets ne circulent pas. Ils sont exhibés sur l'acropole, sur l'agora, on les déplace pas, on les croise quand on entre dans ces sanctuaires. Et là, il est question, en effet, des rouages du système politique athénien, et ces rouages sont mis en scène sous forme de personnification qui montrent à la fois les dieux, Athéna en particulier, et puis aussi, invention typique du IVe siècle, le démos, la démocratia, mais on trouve alors dans la céramique des personnifications de l'eudaimonia, de la richesse, du bonheur, du plaisir. Donc quelque chose qui est typique de la peinture du IVe siècle. Voilà, je m'arrête là. S'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre, je ne garantis rien. Et si vous êtes pressé de courir vers une autre conférence lointaine, eh ben, ça vous laisse 5 minutes pour y arriver. Je vous remercie.
votre nom au mot peuple quand je suis arrivée, quand vous parliez des céramiques. Oui, j'avais retenu 4 mots qui étaient démos, qui étaient oklos, la foule, O-C-H, la foule, mais le sens agité, voilà, qui se tient pas tranquille. Alors oui, voilà, c'est un peu ce que je suggérais, c'est que ça, c'était plutôt l'oklos que le démos. Mais c'est... Et ça, on le voit où? Parce que c'est ça que je suis arrivée... Alors, ah oui, alors si... J'ai une question, tant qu'à faire. C'était le début de mon exposé. On voit ça sur ce fragment, qui est le fragment d'un grand vase à mélanger le vin et l'eau, qui représente les jeux en l'honneur de Patrocle. Les jeux Atla, hein, l'inscription dit ça. Patroclus Atla, les jeux de Patrocle. Donc on est encore dans la mythologie, on n'est pas dans le contemporain. On voit la foule quand même. Ouais. Il y a des mots de qu'est-ce que vous dites, il y en a 4 Alors les autres, ils sont là. À côté de démos, j'avais évoqué le mot politai. Polites, c'est le citoyen de la police. Et donc, c'est tout ce qui a à voir avec les institutions, la boulée, le démos, l'ecclésia, etc. Le vote. Et puis ethnos, c'est ce qui qualifie les habitants d'un pays. Donc ça, je ne suis pas entré dans cette voie-là. Parce que l'ethnique, dans les images, ce que les images montrent, c'est la différence, pas l'identité. Donc les Athéniens, ils nous montrent des traces des Égyptiens, des Perses, mais les Athéniens sont tous pareils et il n'y a pas d'ethnographie des Athéniens. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on a envie d'en profiter. Non, mais... Oui ? Je me demandais simplement s'il y avait une autre hypothèse, celle que vous avez avancée, à savoir la fonction de base qui fait que le peuple est pas représenté. Alors, la fonction des vases, elle est assez claire, c'est que ces vases servent aux banquets, dans des banquets qui ont lieu d'abord à Athènes, on pense à Xénophon, Platon par exemple, et qui sont des banquets plutôt de l'élite. Voilà, donc le peuple au sens, les gens les plus humbles n'apparaissent pas. Après, ces buveurs, ils s'intéressent à toutes sortes de choses, mais massivement au plaisir du regard, au plaisir sexuel, de l'érotique, et puis à des récits mythologiques dont on en a vu quelques-uns. Mais le répertoire des vases, massivement, c'est jamais la guerre au sens collectif du rang de la phalange, c'est la guerre au sens de l'exploit individuel. Achille se bat contre Hector, et quand c'est ramené à la dimension contemporaine du 5e siècle, c'est le départ et le retour du guerrier dans son oikos. Donc c'est une dimension plutôt individuelle que collective et politique. Mais ça peut se discuter, mais il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de scène. On a des centaines de discours des orateurs, des discours politiques, civils et publics. On n'a aucune image d'un orateur en train de parler. Les seuls qu'on ait, c'est Ulysse en train de discuter avec Ajax. On sait qu'ils votaient, ils passent leur temps à ça. Aristophane s'en moque. Les juges, les tribunaux, le père qui est obsédé par aller voter. Il n'y a pas d'iconographie de ça. Pas parce que ça n'existe pas, mais parce que ça n'intéresse pas des gens dans ce contexte-là. Et j'insiste vraiment beaucoup sur le fait que l'iconographie, elle est toujours contextuelle, elle est toujours liée aux objets qui sont porteurs de cette iconographie. C'est une banalité, mais c'est important de s'en souvenir, je crois. Parce que nos historiens, les gens qui sont, et il ne faut pas leur jeter la pierre, les gens qui font des manuels d'histoire grecque pour les jeunes élèves de 6e, ils vont prendre les images là où elles sont. Et donc, ils vont nous mettre Ajax et Achille sans nous dire que c'est Ajax et Ulysse, en disant scène de vote. Voilà. Et oui, c'est une scène de vote, donc. Mais ce n'est pas tout à fait le fin mot de l'histoire. Voilà. Oui ? Alors, pas une absence totale de la vie quotidienne, parce qu'on voit des gens se laver, on voit des gens boire, on voit des gens s'armer. Mais du quotidien, on ne retient que ce qui est bon à montrer. Et les gens qui se lavent, ils sont érotiquement intéressants, appétissants, si je puis dire. Voilà.
Il y a des choses sur les petits-enfants. Alors, je vais y aller brutalement parce que l'heure tourne et qu'il faut faire vite, mais les Grecs sont pédophiles. Et donc, les petits-enfants qui vont à l'école, ça les intéresse, ça les émoustille. Et en même temps, Socrate rappelle qu'il y a une dimension pédagogique de ce rapport érotique. Donc, nos lois et notre culture ne permettent plus ça, mais les Grecs fonctionnent comme ça. Les petits-enfants, ils sont désirables. Et il y a quantité d'inscriptions au Païskalos. On a quantité de scènes où il y en a des barbus qui chatouillent des petits jeunes. Et voilà, c'est ça qui les intéresse dans ce contexte-là. Et si vous relisez le banquet de Platon, le thème du banquet de Platon, c'est l'amour. Et quand Alcibiade arrive, il parle de ses relations avec Socrate. Donc c'est ça qui les intéresse. Voilà. À chaque fois, vous êtes gentil. Oui ? Alors, elle n'est pas absente, elle est auxiliaire, je dirais. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Ancillaire, me suggère le professeur Schnapp, qui a toujours raison. Si cette histoire vous intéresse, avec le dit professeur Schnapp, on a écrit ensemble dans Les Mélanges en l'honneur de Claude Mossé un papier sur, non pas l'absence du peuple, mais sur l'absence de la cité, ou comment la cité est représentée. Et donc toute cette dimension du politique que je décris là, on la discute en détail, donc vous trouverez des références précises là. Oui ? Oui. Dans les tragédies, le rôle du cœur, c'est de faire écho à ce qui se passe et de commenter et de réagir à ça. Par exemple, si je reviens à la cité d'Athènes, monter une tragédie, c'est une liturgie, c'est un devoir imposé aux citoyens, et il y a un citoyen qui va payer un chœur et des répétitions. Donc c'est une chorégia. Et cette chorégia, on va remercier les citoyens qui l'ont bien accomplie avec des décrets comme ceux qu'on vient de voir. Un tel qui a payé tout ça, la cité le remercie. Quel est le rôle du chœur dans ces tragédies ? Ça varie de l'une à l'autre. Souvent, les pièces ont le nom du chœur, donc les suppliantes, les danaïdes, etc. Et ce chœur, il réagit à ce qui se passe. Alors, il est souvent la figure du bon sens, du bon sens populaire, c'est vrai. Et on pourrait dire, là, on trouve... Mais j'ai aucune image de vase qui me montre un chœur de tragédie. Donc, à part le vase de Pronomos, qui est un chœur de satire, de jeunes citoyens déguisés en satire. Et ça sera pour une autre année.